Une tête coupée peut rester consciente jusqu'à 30 secondes après la décapitation. Une dernière demi-minute grotesque pendant laquelle les yeux peuvent cligner, les lèvres tenter de parler et la conscience persister alors même que la vie s'évanouit. Pour Anne Boleyn, deuxième épouse d'Henri VIII, et peut être la reine décapitée la plus célèbre de l'histoire, cette horrible possibilité n'était qu'un aspect de son exécution, un événement souvent édulcoré dans les récits contemporains. La véritable histoire des derniers moments d'Anne révèle une torture psychologique bien plus troublante qu'un simple coup d'épée. Un spectacle politique calculé, conçu pour détruire non seulement son corps, mais aussi tout son héritage. L'exécution d'Anne est un témoignage du système judiciaire brutal de l'Angleterre des Tudors, où la mort n'était que le point culminant d'une humiliation soigneusement chorégraphiée. Alors que de nombreux livres d'histoire se contentent de noter qu'elle a été décapitée pour trahison, la réalité de ces derniers jours implique un démantèlement psychologique méthodique qui impressionnerait même les tortionnaires modernes. Son exécution n'était pas simplement une fin. C'était le dernier acte de la campagne d'Henri VIII pour effacer une femme qui était devenue trop puissante à son goût. Et maintenant, s'il vous plaît, mettez la vidéo sur pause et abonnez-vous à notre chaîne. Pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus vite possible. Merci. Le 19 mai 1536, Anne Boleyn avait déjà subi 17 jours de captivité à la Tour de Londres, la même forteresse où elle s'était autrefois préparée pour son couronnement. 3 ans plus tôt seulement, elle avait été couronnée reine d'Angleterre lors d'une cérémonie somptueuse à l'abbaye de Westminster. Elle attendait maintenant la mort dans une étrange incertitude, son exécution ayant été plusieurs fois reportée par Henri VIII, prolongeant cruellement sa torture psychologique. Le roi avait même fait venir un épéiste expert de Calais pour exécuter la sentence à la place de la hache anglaise traditionnelle, un détail souvent présenté comme un acte de miséricorde, mais qui ne faisait que souligner la nature théâtrale de l'événement à venir. Dans ces dernières heures, Anne a fait preuve d'une sérénité presque contre nature, décrite par les témoins comme joyeuse, alors même qu'elle se préparait à mourir. Les psychologues modernes pourraient y voir une forme de dissociation, un mécanisme de défense psychologique déclenché par un traumatisme extrême. Elle aurait plaisanté en disant qu'elle serait connue comme « Sainte Anne sans tête », faisant preuve d'un humour noir qui masquait son tourment intérieur. Peu de récits historiques reconnaissent la terreur pure qu'elle a dû ressentir, sachant que sa réputation était systématiquement détruite par de fausses accusations d'adultère, d'inceste et de complot pour assassiner le roi. Ce qui rend l'exécution d'Anne particulièrement troublante, ce n'est pas seulement l'acte physique de la décapitation, mais la démolition calculée de son identité. Henri ne voulait pas seulement la mort d'Anne. Il voulait qu'elle soit effacée de l'histoire, que ses contributions soient annulées et que sa fille, Élisabeth, soit déclarée illégitime. L'exécution fut le point culminant d'une campagne de diffamation destinée à justifier auprès du peuple anglais pourquoi leur reine autrefois bien-aimée méritait un tel sort. Dans les jours qui ont précédé sa mort, Anne a dû entendre des récits sordides et fabriqués de sa prétendue dépravation sexuelle. Des accusations si scandaleuses qu'elles seraient rejetées par n'importe quel tribunal moderne. Le matin du 19 mai s'est levé sur Londres d'une clarté inhabituelle. Un contraste frappant avec les sombres événements qui allaient se dérouler. Anne avait passé sa dernière nuit à prier, bien que le sommeil l'ait maintes fois fui. Selon les registres de la tour, elle a demandé à recevoir la communion à 2 heures du matin, s'agenouillant devant l'hostie pendant des heures dans un acte de dévotion désespéré. À l'aube, elle était éveillée depuis près de 24 heures, son esprit sans doute brisé par le stress et l'épuisement. Lorsque le connétable de la tour vint la chercher, on raconte qu'elle riait avec ses dames de compagnie, une réaction qui témoigne non pas d'un sentiment de paix, mais d'un effondrement psychologique. L'exécution d'Anne a été plusieurs fois programmée puis reportée, une forme de torture psychologique souvent négligée. L'incertitude de ne pas savoir précisément quand la mort viendrait était une tactique délibérée utilisée pour briser les prisonniers. Lorsqu'on lui a finalement annoncé que l'heure était venue, Anne a été conduite de ses appartements à travers des couloirs qu'elle avait parcourus en tant que future reine à peine 3 ans plus tôt. Elle était maintenant escortée par des gardes, non pas par déférence, mais pour empêcher toute tentative d'évasion. Et les mêmes courtisans qui s'étaient autrefois inclinés devant elle assistaient maintenant à son dernier voyage avec une indifférence calculée. L'échafaud érigé sur la tour verte était inhabituellement bas, s'élevant à seulement 3 pieds au-dessus du sol, contrairement aux plateformes imposantes souvent représentées dans les films.
Cette décision de conception délibérée a obligé Anne à ne monter que quelques courtes marches, la privant de la dignité d'une ascension et la maintenant plus près de la foule railleuse. Alors que les représentations modernes montrent souvent un rassemblement solennel et respectueux, les archives historiques suggèrent qu'une ambiance de carnaval était encouragée. Une exécution, après tout, était un théâtre public, un avertissement à tous ceux qui oseraient défier l'autorité du roi, en particulier aux femmes qui osaient s'élever au-dessus de leur rang. Avant de s'agenouiller devant le biot, Anne fut autorisée à prononcer un dernier discours, non pas par pitié, mais parce que la tradition l'exigeait. Ces paroles, soigneusement choisies, révélaient à la fois son sens politique et sa situation désespérée. « Bon chrétien, je suis venu ici pour mourir. Car selon la loi et par la loi, j'ai été condamné à mort, et par conséquent, je ne dirai rien contre cela. » Cette apparente acceptation de son sort était, en fait, un dernier acte de défi. En reconnaissant la loi, mais sans avouer sa culpabilité, elle remettait subtilement en question la légitimité des accusations portées contre elle. Le plus troublant, était l'absence du roi. Contrairement aux représentations populaires des exécutions royales, Henri VIII n'était pas présent. Il attendait plutôt au palais de Whitehall la confirmation de la mort d'Anne. Alors même que l'épée séparait sa tête de son corps, Henri célébrait, dit-on, son prochain mariage avec Jeanne Seymour, une preuve brutale de la manière dont Anne avait été complètement rejetée. Le personnel était devenu politique, et la mort d'Anne n'était qu'une nécessité opportune dans la quête du roi pour un héritier mâle. L'épéiste de Calais, spécialement demandé et payé une somme considérable pour son expertise, représentait un autre niveau de cruauté calculée. Les décapitations anglaises traditionnelles utilisaient une hache, qui nécessitait souvent plusieurs coups pour séparer complètement la tête. L'épéiste français, bien que plus susceptible de réussir la décapitation d'un seul coup, était un inconnu pour Anne. Dans ses derniers instants, elle a dû faire face à la mort aux mains d'un étranger, une humiliation finale pour une reine qui avait autrefois commandé l'attention de toute l'Angleterre. Le fait de lui bander les yeux, souvent présenté comme une miséricorde pour lui épargner la vue de l'épée, servait en réalité un but plus pratique: l'empêcher de tressaillir au moment crucial, ce qui aurait pu entraîner une exécution bâclée. Anne était agenouillée droite, plutôt que de placer sa tête sur le biot, une autre tradition française qui ajoutait au défi du bourreau. Cette posture obligeait Anne à rester immobile par la seule force de sa volonté, à maintenir son sang-froid alors même que l'épéiste se préparait à frapper. Des témoins ont rapporté que ses lèvres bougeaient continuellement en prière, ses yeux se déplaçant rapidement sous le bandeau, alors qu'elle s'efforçait de percevoir le moindre son de la lame approchante. L'angoisse psychologique de ce moment, savoir que la mort était imminente, mais ne pas savoir quand, représente une forme de torture que les récits historiques édulcorés reconnaissent rarement. La décapitation elle-même fut remarquablement nette pour les normes des Tudors. Un seul coup a séparé la tête d'Anne, mais ce qui s'est passé immédiatement après est souvent omis dans les récits historiques délicats. Selon des témoins oculaires, ses yeux et ses lèvres auraient continué de bouger pendant plusieurs secondes après la décapitation, une réaction physiologique macabre qui se produit lorsque l'oxygène résiduel persiste dans les tissus cérébraux. Certains récits suggèrent même que ses lèvres formaient des mots, poursuivant être la prière interrompue par le coup d'épée. Le spectacle était si troublant que plusieurs témoins se sont évanouis, tandis que d'autres se sont détournés avec horreur, face à ce sombre rappel du lien fragile entre le corps et l'esprit. Le plus révélateur est le fait qu'aucun cercueil approprié n'avait été préparé pour les restes d'Anne. Ces dames de compagnie, accablées de chagrin et d'horreur, ont dû se contenter d'un coffre à flèches dans lequel placer sa tête et son corps. Cette négligence apparente en dit long sur le mépris total pour la dignité d'Anne. Même dans la mort, elle n'était qu'une considération secondaire, un problème politique résolu, et non un être humain méritant les égards funéraires de base. Elle fut enterrée à la hâte dans une tombe anonyme dans la chapelle de la Tour, sans les rites chrétiens appropriés, comme si le roi espérait que son souvenir s'effacerait aussi vite que sa vie avait pris fin. La détermination d'Henri à effacer Anne s'est étendue au-delà de sa mort. On ordonna aux peintres de la cour de détruire ses portraits. Ses insignes royaux furent effacés des murs du palais, et les courtisans apprirent rapidement que la mention de son nom pouvait entraîner le mécontentement royal. Alors que nous nous concentrons souvent sur l'acte physique de l'exécution,
Cette annihilation systématique de son existence représente une forme de violence qui a transcendé sa mort, une tentative d'exécuter non seulement une personne, mais un héritage. Il a fallu des siècles aux historiens pour commencer à reconstituer méticuleusement la vie d'Anne à partir des fragments qui ont survécu à la purge d'Henri. L'exécution d'Anne a également traumatisé ceux qui ont été contraints d'y assister, en particulier ces dames de compagnie, qui ont dû nettoyer et préparer sa tête coupée pour l'enterrement. Ces femmes, elles-mêmes terrifiées à l'idée d'être impliquées dans les prétendus crimes de la reine, ont dû accomplir cette tâche macabre tout en gardant leur sang-froid. Plusieurs d'entre elles auraient souffert de cauchemars pendant des années, et au moins l'une d'entre elles se retira finalement dans un couvent, incapable de continuer la vie à la cour après ce qu'elle avait vu. Les répercussions du traumatisme psychologique se sont étendues bien au-delà d'Anne elle-même, créant une atmosphère de peur qui a imprégné la cour d'Henri pendant le reste de son règne. Immédiatement après l'exécution, la fille d'Anne, Élisabeth, pas encore âgée de 3 ans, fut déclarée illégitime et retirée de la ligne de succession. L'enfant qui deviendrait un jour l'une des plus grandes monarques d'Angleterre était devenue pratiquement orpheline. Sa mère avait été exécutée et son père avait publiquement renié sa légitimité. Les archives de la cour montrent qu'Élisabeth s'est soudainement retrouvée sans vêtements appropriés, ni entourage digne de son ancien statut. Sa maisonnée fut dissoute presque du jour au lendemain. Ce traitement cruel envers une jeune enfant représente une autre dimension de l'horreur entourant l'exécution d'Anne. La punition s'est étendue même à son enfant innocent. La plupart des représentations modernes des exécutions de l'époque Tudor ne parviennent pas à saisir l'expérience sensorielle écrasante. L'échafaud aurait empesté le sang des exécutions précédentes, les mouches bourdonnant autour dans la chaleur de mai. Le vacarme de la foule, manipulé par des partisans payés pour acclamer la mort de la reine, aurait créé un mur de sons conçus pour désorienter et terrifier. Anne aurait entendu cette cacophonie, qui allait crescendo à mesure qu'elle approchait de la tour verte. Les railleries et les huées provenaient d'une population encouragée à la voir comme une sorcière et une adultère. Cette humiliation publique soigneusement orchestrée était un élément essentiel de la justice des Tudors. La mort seule n'était jamais une punition suffisante. La culture populaire romantise souvent le dernier discours d'Anne comme un moment de défi digne, mais les archives historiques suggèrent une réalité plus nuancée. Son discours soigneusement formulé, louant le roi comme un « seigneur doux et souverain », reflétait la position impossible dans laquelle elle se trouvait. Même face à une mort certaine, elle ne pouvait pas parler librement. Ses paroles étaient limitées par son inquiétude pour l'avenir de sa fille et par la réaction du public. Son discours n'était pas un acte de libre expression, mais son contraire. La censure finale d'une femme qui savait que même ses dernières paroles seraient rapportées au roi et pourraient avoir des conséquences pour ceux qu'elle laissait derrière elle. L'épée qui a mis fin à la vie d'Anne, importée spécifiquement de France, symbolise l'aspect performatif de son exécution. Henri n'a reculé devant aucune dépense pour s'assurer un spectacle digne de la chute d'une reine. Le bourreau lui-même se serait entraîné sur des animaux au préalable, déterminé à obtenir le coup net et unique qui lui vaudrait sa récompense substantielle. Ce professionnalisme froid, la réduction de la mort d'Anne à un défi technique, illustre la déshumanisation inhérente aux exécutions sanctionnées par l'État. Anne n'a pas seulement été tuée. Elle a été traitée par un système conçu pour transformer la souffrance humaine en un message politique. Les récits contemporains rapportent qu'aucun bourreau anglais n'aurait accepté la tâche, non pas par objection morale, mais parce que la technique de l'épée française nécessitait une formation spécialisée. La lame elle-même était tranchante comme un rasoir et lestée différemment d'une hache anglaise, conçue pour un coup rapide et horizontal, plutôt que pour la coupe descendante d'une hache. Ce détail technique souligne la nature théâtrale de l'exécution d'Anne. Même la méthode de la mort a été soigneusement choisie pour un impact maximal et un désordre minimal, garantissant que le spectacle se déroulerait sans les complications désagréables d'une décapitation bâclée. Une fois que l'épée fut tombée, le témoin Thomas Wyatt, lui-même emprisonné à la tour et contraint d'assister à l'exécution d'une femme qu'il avait autrefois admirée, a écrit sur le petit cou sur lequel tant de bijoux avaient pendu. Sa lamentation poétique capture la transformation grotesque d'Anne, d'une reine parée en un cadavre objectivé. La tête coupée fut immédiatement enveloppée dans une toile par ces dames en pleurs, mais pas avant que le bourreau ne la brandisse par les cheveux. Un geste traditionnel destiné à montrer à la foule
que la sentence avait été exécutée. Ce moment de présentation, le sang pompant encore des artères sectionnées, a servi d'image culminante, gravée dans la mémoire des témoins. Selon les registres de la tour, les restes d'Anne furent enterrés avec une telle hâte que les rites funéraires chrétiens appropriés furent abrégés au point d'être presque inexistants. Le coffre à flèches contenant sa tête et son corps fut placé sous le sol de la chapelle, parmi d'autres nobles exécutés. Une fin ignominieuse pour une reine couronnée d'Angleterre. Aucune stèle ne fut érigée pour marquer son lieu de sépulture, et pendant des siècles, son lieu de sépulture exact resta inconnu. Même cet effacement de son dernier lieu de repos représente le point culminant de la campagne d'Henri pour retirer Anne non seulement de la vie, mais de l'histoire. Une campagne qui a presque réussi. Dans les jours qui ont suivi l'exécution, les propagandistes d'Henri ont travaillé avec diligence pour façonner le récit public. Les poètes de la cour qui avaient autrefois loué son esprit et sa beauté écrivaient maintenant des vers la condamnant comme une adultère intrigante. Les récits officiels mettaient l'accent sur la miséricorde du roi pour avoir fourni un épéiste qualifié à la place de la hache traditionnelle, présentant le choix théâtral d'Henri comme une considération compatissante. L'horreur de l'exécution fut systématiquement édulcorée dans les archives officielles, entamant un processus séculaire de révisionnisme historique qui continue d'influencer notre compréhension des derniers moments d'Anne. Le plus troublant pour les sensibilités modernes peut être la rapidité avec laquelle la vie est revenue à la normale pour Henri VIII. Dès le lendemain de l'exécution d'Anne, il se fiança officiellement à Jane Seymour. Moins de 2 semaines après avoir envoyé sa 2e femme à l'échafaud, Henri épousa sa 3e lors d'une cérémonie discrète au palais de Whitehall. Cette rapidité glaciale révèle que l'exécution n'était qu'une solution commode à un problème politique. Anne n'avait pas réussi à donner un héritier mâle, elle a donc été éliminée et remplacée. La tragédie personnelle de sa mort était entièrement subordonnée aux affaires de l'État et à la construction d'une dynastie. La dimension psychologique de l'exécution d'Anne s'est étendue bien au-delà de l'échafaud. Pendant des semaines avant sa mort, elle a été soumise à un interrogatoire incessant, privée de sommeil adéquat et isolée de ses partisans. Thomas Cromwell, le ministre en chef du roi qui a orchestré les accusations contre elle, a utilisé des techniques étonnamment similaires à la torture psychologique moderne, désorientation, privation de sommeil, isolement et utilisation stratégique de fausses informations. Au moment où Anne est arrivée à l'échafaud, elle avait déjà subi une campagne conçue pour provoquer un effondrement mental, garantissant qu'elle n'offrirait aucune résistance finale gênante. Les archives de la cour révèlent les mesures de sécurité extraordinaires mises en place pour l'exécution d'Anne, bien au-delà de ce qui était habituel même pour les traîtres de haut rang. La garnison de la tour fut doublée et des gardes spéciaux furent placés dans tout le complexe de la forteresse. Ces précautions n'étaient pas destinées à empêcher une évasion. Elles visaient plutôt à s'assurer qu'aucun partisan ne pourrait tenter une intervention de dernière minute ou mobiliser l'opinion publique contre l'exécution. La démonstration de force écrasante servait également un autre objectif, intimider ceux qui auraient pu sympathiser avec Anne pour qu'ils se conforment tranquillement à la volonté du roi. Le moment de l'exécution, programmé en milieu de matinée plutôt qu'à l'aube traditionnelle, permettait une participation maximale des citoyens de Londres. La Tour Verte ne pouvait accueillir qu'un nombre limité de nobles et de fonctionnaires, mais le profil élevé de la tour signifiait que les foules rassemblées à l'extérieur pouvaient entendre l'annonce de l'achèvement. Des cloches d'église dans tout Londres sonnèrent alors pour marquer le moment de la mort, créant une reconnaissance à l'échelle de la ville du pouvoir royal. Cette chorégraphie a transformé la souffrance privée d'Anne en une performance publique, la mort comme théâtre politique et non comme tragédie personnelle. L'un des aspects les plus négligés de l'exécution d'Anne est le sort de ses coaccusés. 5 hommes, y compris son propre frère, George Boleyn, furent exécutés quelques jours seulement avant Anne pour des accusations d'adultère avec la reine. Leurs morts ont établi les crimes présumés d'Anne comme des faits avant sa propre exécution, empêchant toute possibilité que leur dernier discours contredise le récit officiel. Ce meurtre judiciaire coordonné de 6 personnes, toutes condamnées sur la base de preuves essentiellement identiques et fabriquées de toutes pièces, représente l'un des actes de violence d'État les plus flagrants de l'Angleterre des Tudors. Une purge comparable au procès-spectacle de Staline des siècles plus tard. Alors qu'aujourd'hui la Tour Verte marque l'emplacement approximatif de l'exécution d'Anne avec un mémorial,
les archives contemporaines suggèrent que l'échafaud réel se trouvait ailleurs dans le complexe de la tour. Cette confusion géographique est emblématique de la manière dont la mort d'Anne a été à plusieurs reprises recadrée et déplacée, à la fois physiquement et historiquement, pour servir différents récits. La version édulcorée et romancée de son exécution dans la culture populaire ressemble peu à la guerre psychologique, à la diffamation et à la cruauté calculée qui ont caractérisé ces derniers jours en mai 1536. L'horreur de l'exécution d'Anne Boleyn ne réside pas seulement dans l'acte physique de la décapitation, mais dans la compréhension qu'il s'agissait du point culminant d'une campagne globale visant à détruire une femme qui s'était élevée trop haut pour la société des Tudors. Elle ne fut pas simplement exécutée. Elle fut systématiquement anéantie, sa réputation détruite, ses réalisations annulées et son existence même presque effacée de l'histoire. Lorsque nous examinons le contexte complet de ces derniers jours, la torture psychologique, l'humiliation publique, la théâtralité calculée et la tentative d'effacer sa mémoire, nous sommes confrontés à une horreur bien plus troublante que le coup rapide de l'épée de Calais. D'un point de vue psychologique moderne, l'exécution d'Anne est une étude de cas de gaslighting sanctionné par l'État et de diffamation publique. Les accusations portées contre elle, allant de l'adultère avec plusieurs hommes, y compris son propre frère, au complot pour empoisonner le roi, étaient si scandaleuses qu'elles seraient rejetées par n'importe quel tribunal moderne. Pourtant, par une manipulation minutieuse de l'opinion publique, l'utilisation stratégique de la torture pour extorquer des aveux aux coaccusés et le contrôle de tous les récits officiels, le gouvernement d'Henri a réussi à convaincre beaucoup de gens qu'Anne méritait son sort. Cette manipulation systématique de la réalité constitue, peut être l'aspect le plus monstrueux de son exécution. 5 siècles plus tard, l'exécution d'Anne Boleyn continue de fasciner, précisément parce qu'elle représente l'intersection de la tragédie personnelle et du calcul politique. Sa mort n'était pas simplement la fin d'une vie, mais une performance soigneusement chorégraphiée, conçue pour justifier les actions d'un roi et remodeler la mémoire historique. La véritable horreur ne réside pas dans l'instant où l'épée est tombée, mais dans la prise de conscience de la mesure dans laquelle le pouvoir peut réécrire la réalité, une leçon qui résonne de manière inconfortable à notre époque de manipulation de l'information et de diffamation. La tragédie finale d'Anne peut être que, malgré tous les efforts d'Henri pour l'effacer, c'est sa mort, et non sa vie, qui est devenue son héritage le plus durable. En comprenant toute l'horreur de l'exécution d'Anne Boleyn, nous sommes confrontés à des vérités inconfortables sur le pouvoir, le genre et la construction du récit historique. La version édulcorée de sa mort, celle d'une reine malheureuse connaissant une fin rapide et digne, sert à obscurcir l'abus systématique du pouvoir de l'État que son cas représente. En examinant la dimension psychologique de son exécution, la torture calculée, l'humiliation publique, la destruction de sa réputation et la tentative d'effacer sa mémoire, nous n'avons pas seulement un aperçu de la justice des Tudors, mais aussi de la manière dont l'autorité se maintient en contrôlant les corps et les récits. Dans la tête coupée d'Anne, nous trouvons un avertissement sur la fragilité de la vérité elle-même face au pouvoir absolu.